Moi j'apprécie énormément le fait d'être dans un endroit comme ça. On respire bien, l'air est pur. Ça déstresse, ça donne de nouvelles idées. Moi j'adore la nature, on peut s'y promener, il y a plein de choses à voir. Quand on parle de biodiversité, je pense à la nature déjà. Et puis surtout à la protéger. Je crois que s'il est temps d'en s'en occuper sérieusement avec tout ce qui se passe actuellement. On sait que la biodiversité elle est quand même menacée. Rien que le réchauffement climatique causé par l'être humain, ça joue un rôle important sur la biodiversité. On n'y est pas trop jeune pour agir, mais comme on n'est pas encore dans la société, on ne peut pas énormément savoir ce qui est vraiment possible de faire à long terme. Alors moi je suis un fervent passionné de nature. Évidemment, ce site, ça manque d'esthétisme, on ne peut pas dire le contraire, mais sur les espaces naturels que je maîtrise, je fais attention à protéger les hérissons qui sont dans mon potager, je fais attention à mettre des aliments pour les oiseaux en hiver, donc c'est des petites actions. On est retraité, donc on a vraiment la possibilité d'aller se promener tous les jours. On a ramassé des noix, les noix tombent, donc on les ramasse. Quand c'est les cerises, c'est les cerises. Eh ben c'est pareil. La nature, c'est irremplaçable. La biodiversité, c'est tout ce qui fait la nature, de toute façon. Mais par contre, ça a quand même considérablement changé. Depuis des années qu'on se trimballe comme ça, qu'on se promène et tout, franchement, on peut dire qu'il y a du changement. La biodiversité, on peut faire attention. On fait déjà un peu plus attention à ce qui se passe autour. On observe pas mal. Comme ici, les oiseaux qui arrivent, les cormorans surtout, qui bouffent le poisson. Mais là, aujourd'hui, il n'y en a pas. Là. Ça devient fragile quand même. C'est l'équilibre des poissons entre le carnassier, le poisson forage et tout ça. Et les goumis, là, ça c'est indésirable. Il y a des étangs, on voit les boules de poissons-chat se promener dans l'eau. Les poissons-chats, on fait que ça, que ça, que ça, que ça. J'ai pas un grand rapport à la nature, je dois vous avouer. Pareil, je ne veux pas dire que je sors beaucoup dans la nature. Puis ouais, c'est plus les écrans. Donc c'est possible que je fasse des choses qui ne la préservent pas, mais je suis pas vraiment au courant. On est plutôt très sensibles, nous, à la nature. Moi, je trouve qu'il y a un manque de connaissances. Parce que c'est vrai qu'on trouve beaucoup d'informations par nous-mêmes quand on regarde sur Internet, etc. Mais je trouve que globalement, c'est qu'un sujet dont on parle pas assez. Il y a beaucoup de constats qui sont faits, mais très peu d'informations, d'indications pour que notre impact carbone diminue. Il y a cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui nous dit faire attention, 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 mais concrètement, comment on fait? C'est sûr que c'est un peu anxiogène d'entendre à longueur de temps que c'est voué à être encore pire si on ne change pas nos comportements, et vu que les comportements changent très lentement, c'est pas quelque chose de très positif, mais à la fois il y a quand même beaucoup d'initiatives qui sont à souligner. Donc, Il y a beaucoup de solutions pour changer nos habitudes. Quand on me dit biodiversité, je dirais que c'est plutôt l'ensemble des plantes et d'animaux. Et après, ça reste flou. Donc après, plus de connaissances, oui, ça serait mieux. Qu'on puisse après réfléchir ensemble et aborder le sujet en ayant tous une base de connaissances solides. Pas juste, c'est les animaux et les plantes. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce matin, ce dimanche matin. Merci d'être venus nombreux. Ce n'est pas une blague, vous êtes nombreux ce dimanche matin à avoir participé de nouveau, montré votre volonté de participer à cette première Université populaire de la biodiversité. Vous êtes aussi en ligne, on salue les internautes. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Fanny et moi, on va co-animer cette journée avec des très très beaux échanges, des intervenants de très très grande expertise, d'implication sur les questions de biodiversité depuis des années. Et on est ravis de continuer cette première édition de quelque chose que nous pensons être à répéter chaque année. Je le dis en tant que co-animateur, mais je pense que c'est la volonté de l'Office français de la biodiversité. En tout cas, c'est nécessaire. On a entendu encore des jeunes, des personnes qui se promènent, qui sont interrogées, qui disent
on a besoin de plus d'informations, on souhaite aller au-delà du constat pour nous engager nous-mêmes. Donc c'est nécessaire de continuer quelque chose qui mobilise les citoyens, qui crée une meilleure interface entre la science, la connaissance et les citoyens, notre consommation. Et donc, continuons cette belle journée ensemble et cette belle édition de l'Université populaire de la biodiversité. Petit mot important sur ce qui est sur le site de l'OFB. Des quiz qui ont été disponibles toute cette semaine et qui le seront encore, des ressources pédagogiques, et évidemment, sur la chaîne YouTube de l'OFB, vous pouvez continuer à suivre cette journée. Mais surtout, n'hésitez pas, celles et ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, qui êtes dans cette salle, d'aller sur le site de l'OFB. Je le dis sans flatter de manière excessive l'OFB. On utilise nous-mêmes, dans notre propre activité associative, Fanny et moi, des ressources pédagogiques, des vidéos de l'OFB, pour justement faire de la pédagogie auprès de différents publics. Donc n'hésitez surtout pas à faire vivre aussi cette Université populaire de la biodiversité en ligne, même si, comme l'ont un peu sous-entendu les jeunes là, l'écran c'est bien, mais aussi être sur le terrain, dans la nature, c'est encore mieux. Alors, qu'est-ce que nous allons faire aujourd'hui? On va discuter de santé, on va avoir une belle table ronde sur la santé, on accueillera plein d'intervenants ou plusieurs intervenants spécialisés sur les questions du lien entre la santé et les questions de biodiversité, un petit peu d'analyse aussi sur ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire. Hélène Soublet, directrice de la Fondation pour la recherche de la biodiversité ou sur la biodiversité, fera un décryptage au début de cette table ronde. Nous aurons ensuite une deuxième table ronde sur comment on devrait se loger et plus généralement, comment est-ce que nous aménageons le territoire avec maires, avec représentants et spécialistes de l'urbanisme. Un décryptage avec Lucas Badi, professeur d'écologie à la Sorbonne Paris Université. Donc 2 tables rondes qui terminent les 4 thèmes que nous avons abordés pendant cette Université populaire de la biodiversité. Hier, encore une fois, nous avons parlé de comment se nourrir, à travers l'assiette, avoir un meilleur impact sur la biodiversité, et ensuite profiter de la nature, les activités physiques extérieures, récréatives, le sport dans la nature. On en a discuté avec les 4 intervenants plus tard dans l'après-midi. Avant cela, nous avons un petit voyage à faire sur la Rabouilleuse. Dans quelques instants, nous rejoindrons de nouveau la Loire. Et cet après-midi, nous aurons aussi un focus sur la pollution de l'océan par les plastiques. Comment est-ce que des fleuves jusqu'à l'océan, nous pouvons limiter notre impact qui malheureusement est très très élevé, comme on le sait. Malheureusement, les constats dont parlent ces citoyens aussi est assez sévère. Et nous allons parler aussi des solutions. On sera avec le représentant, par exemple, de Tara Océan, mais 2 autres très très bons intervenants sur le sujet. On fera un petit moment d'observation avec 2 spécialistes de l'OFB, ou plutôt la présidente du conseil d'administration, notamment de l'OFB, pour faire un petit retour sur ce qu'on a fait ensemble. Ça, c'est en fin d'après-midi, un petit moment d'observation. On aura aussi, évidemment, une conclusion avec notre directeur général, Pierre Dubreuil, de l'OFB. Donc, ça une journée encore riche d'échanges. Maintenant, je vous laisse avec Fanny, parce qu'on a une très belle table ronde à lancer. Et puis, le lien est fait entre la rabouilleuse qu'a dit Valérie et le sujet qui va venir. Êtes-vous dans la salle, est-ce que certains d'entre vous sont atteints de solastalgie, ou plutôt d'éco-anxiété? On pourrait résumer par un ressenti comme « j'ai mal à ma planète ». Qui aujourd'hui ressent ça, mais pas forcément en continu, mais à des moments effectivement de mou, vous... Patrick, je me disais bien. Quelqu'un d'honnête, Patrick, derrière. Ouais. Hélène de temps en temps. Christophe, un petit peu de temps en temps, des fois c'est un peu dur. Pascal, eh oui, un peu tout le monde. Hein. Heureusement que ce n'est pas un sentiment continu et qu'on a encore beaucoup d'espoir et de passion. On va parler de santé, oui. C'est vrai que, voilà, on ne peut pas vivre en bonne santé sur une planète malade. Ça semble évident. Et au final, si on avait pleinement conscience de ça, que la Terre n'est pas seulement une pourvoyeuse, mais qu'elle est aussi le réceptacle de nos actions qui rétroagissent sur nous, eh bien, je pense qu'on prendrait un petit peu plus soin de la biodiversité. Et pourtant, ce n'est pas ce qu'on est en train de faire exactement. Alors, sommes-nous des psychopathes incapables de comprendre les liens d'interdépendance entre la biodiversité et notre santé? Ou sommes-nous à l'aune d'une prise de conscience salutaire pour notre espèce et pour toutes les autres espèces, je l'espère? Que nous a appris cette pandémie? Pourquoi la bonne santé des écosystèmes et de la biodiversité est synonyme de bonne santé pour l'humain? Et comment prévenir
de nouvelles pandémies. Voici toutes ces questions éminemment d'actualité auxquelles nous allons répondre dans quelques instants. D'abord, on va commencer par un sacré décryptage avec Hélène Soublet, qui est directrice de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Merci Hélène d'être parmi nous. Vous avez 10 minutes pour nous dresser, pour nous brosser un peu le tableau sur ces questions. Alors merci. Bonjour à tous. Je suis enchantée d'être là. Hein. J'espère que je vais répondre à vos attentes. Et merci à l'OFB d'avoir organisé cette rencontre. Alors, je vous ai préparé quelques diapositives. Si ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas. Ah, ça va apparaître. Alors, j'ai cliqué 15 fois. Je pense que Patrick est sur le coup. Hein ah, d'accord. OK. Ah ben voilà, j'ai trop cliqué, bien sûr. Alors, hop, comme ça, vous avez tout. Voilà. Donc, je recommence. Alors, est-ce que... Donc, Fanny l'a introduit, hein, et vous le savez certainement. La question, est-ce que la planète est malade? Les experts de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, qui est l'équivalent en fait du GIEC, hein, c'est un rassemblement d'experts qui travaillent sur la biodiversité, cette plateforme a répondu oui en 2019. Donc vous voyez, c'était avant la pandémie, et bien entendu, les scientifiques travaillent depuis très très longtemps. Alors je vous ai mis un petit peu de chiffres ici. On voit qu'en effet, la planète est malade. Hein, quand on regarde 68%, les forêts ne couvrent plus que 68% de leur superficie d'origine. Quand on voit que 1 million d'espèces animales sont menacées d'extinction, quand on voit que la dégradation des sols est quasiment généralisée sur toute la planète. Vous voyez la carte que je vous ai mise ici, qui est une carte de la FAO, qui date de 2016, et vous voyez bien que les sols en fait sont dégradés sur quasiment toutes les zones cultivées, ce qui pose problème pour plus tard la capacité de l'humanité à produire de la nourriture en quantité suffisante. On sait aussi que 85% des zones humides ont disparu depuis les années 70. Ici, vous avez deux graphiques qui vous montrent, d'une part, le premier, la diminution massive de la biomasse des insectes dans les aires protégées allemandes, sur des séries assez longues, d'une vingtaine d'années, qui vous montrent que finalement les insectes disparaissent, y compris dans les zones qui sont relativement préservées, et ce, du fait de l'agriculture intensive qui est à l'extérieur de ces zones protégées. On voit aussi, le deuxième graphique, c'est issu du rapport de l'IPBES, c'est le pourcentage cumulé d'espèces disparues. Vous voyez aussi que, en effet, un certain nombre de taxons, comme les amphibiens, les mammifères ou les oiseaux, subissent beaucoup plus cette pression humaine sur la biodiversité. Et puis le dernier graphique, qui est issu d'une publication de 2018, une publication scientifique qui montre qu'il y a un effondrement vraiment massif des mammifères sauvages. Aujourd'hui, on dit que pour 100 kilos de mammifères sur Terre, vous n'avez plus que 4 kilos de mammifères sauvages, 36 kilos d'hommes et le reste, 60 kilos d'animaux domestiques. Alors, pourquoi c'est important et finalement, quel est le lien avec notre santé? Alors là, je vous ai montré donc la traduction qu'a fait l'OMS dans un rapport qui a été publié début 2021 des relations en fait entre ce qu'on appelle les services écosystémiques, c'est-à-dire que les services que l'homme retire de cette biodiversité et notamment de cette biodiversité fonctionnelle sur notre santé. Donc, vous voyez que l'OMS considère que la santé dépend d'un certain nombre de services comme l'accès à la nature, l'eau fraîche épurée de bonne qualité, l'air de bonne qualité, la bonne santé des océans et des mers, la bonne santé évidemment du sol, la capacité à réguler les maladies infectieuses, la capacité à avoir un microbiote fonctionnel diversifié, ou la capacité à donc retirer de la nature des médicaments, et encore, pour finir, la capacité d'avoir accès à cette nature. Et je pense que les intervenants vont vous parler d'un certain nombre de ces services écosystémiques. Moi, je vais me concentrer sur 4 services. Le premier, c'est que la perte de biodiversité alimentaire conduit à des épidémies et des maladies métaboliques. Donc en effet, pour être en bonne santé, les experts considèrent qu'il faut une alimentation diversifiée et que notre alimentation, malheureusement, n'a pas tendance à se diversifier, mais plutôt a tendance à s'homogénéiser, et ce, au niveau mondial. Donc vous voyez ici des chiffres de l'OMS. En 2017, les régimes alimentaires non sains ont été responsables de 11 millions de morts, soit 22% de toutes les mortalités des adultes. Je vous ai choisi une publication qui date de 2019, de Benton, qui parle du paradoxe de la productivité. Les auteurs constatent que
on a augmenté la productivité agricole et on a aussi en parallèle diminué les prix de l'alimentation, et que ces deux phénomènes, alors pas que, mais que notamment ces deux phénomènes, concourent à ce qu'on augmente les déchets, puisque l'alimentation ne vaut plus rien, donc on jette de manière un peu plus volontiers. Donc vous voyez ici, le graphique en bas, en fait, c'est le rapport entre, d'une part, les déchets, courbe de gauche, ici, et ensuite l'obésité, courbe de droite, en fonction des rendements. Et en fait, on voit qu'il y a une corrélation très forte. Plus le rendement est fort, plus on va jeter de déchets et plus les personnes qui consomment ces aliments vont être obèses, puisqu'aujourd'hui, 50% des calories issues des cultures mondiales sont issues uniquement de 3 espèces, enfin pas de 3 espèces, de 3 groupes, donc le blé, le riz et le maïs, avec plusieurs espèces quand même au sein de ces groupes. Et que si on rajoute le sucre, l'orge, le soja, l'huile de palme et la pomme de terre, on atteint 76% des calories qui sont fournies par ces aliments-là. Alors que potentiellement, nous pourrions consommer bien plus d'espèces alimentaires. Et la FAO, en 2013, avait conclu que les coûts de santé dus à une mauvaise alimentation coûtaient 5% du PIB. Donc c'est quand même un chiffre assez énorme. Et que quand on compare ça à la valeur ajoutée au PIB par l'agriculture, donc par la vente des produits alimentaires, eh ben on est à 3,79%. Donc vous voyez que cette affaire-là nous coûte plus cher que cela ne nous rapporte. Deuxième exemple, la perte de biodiversité aggrave les événements climatiques extrêmes. Donc là aussi, le lien a été relativement bien fait par les scientifiques. Ici, je vous ai mis en exemple une publication qui montre en fait que, donc c'est en Malaisie, qui montre que la conversion d'un certain nombre de milieux, ici c'est évidemment en Malaisie, donc c'est de l'huile de palme, donc en palmeraie pour faire de l'huile de palme, finalement va aussi avoir des incidences santé, c'est ce qu'on appelle les externalités, c'est-à-dire que ces incidences en fait vont pouvoir être reliées avec un certain nombre d'éléments de modification de l'environnement. Et donc ici, la conversion d'1% de forêt de palmeraie augmente de 26,8% le nombre de jours d'inondation par mois, et ceci induit 1,2 décès de plus par an pour 100 km² de palmeraie et 200 personnes évacuées de plus par an. Et l'IPBES avait déjà conclu précédemment, dans un rapport sur la dégradation des terres, que de 100 à 300 millions de personnes étaient exposées au risque accru d'inondation et d'orage dû à la perte des habitats côtiers. Troisième exemple, les milieux anthropisés favorisent les animaux porteurs de pathogènes partagés avec les humains. Vous savez qu'on héberge tous des pathogènes, on n'est pas toujours capable de les transmettre à une autre espèce, mais il se trouve que ici une publication de 2020 qui démontre que en fait plus le milieu est anthropisé, c'est-à-dire transformé par les humains, en passant d'un milieu plutôt naturel à un milieu secondaire plutôt géré, au milieu agricole ici géré et au milieu urbanisé. Vous voyez que les petits animaux en violet, là, ce sont les animaux qui portent des pathogènes qu'ils partagent avec nous, donc susceptibles de nous infecter. Eh bien, ces animaux, non seulement ils augmentent en abondance, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus de la ligne de 0, qui est la ligne de référence initiale dans le milieu secondaire. Plus le milieu est anthropisé, plus ces animaux augmentent en abondance par rapport aux autres, qui sont les bleus, là, qui, eux, ne portent pas de pathogènes partagés avec nous. Et donc, en fait, on a une vraie adaptation d'un certain nombre d'animaux à nos milieux, à nous, en fait, à notre niche écologique. Et ces animaux-là, ils partagent aussi des pathogènes avec nous pour des problèmes de coévolution, pour des problèmes aussi d'allocation de ressources énergétiques, à lutter ou non contre ces pathogènes. Un autre exemple, le moustique, qui démontre qu'en effet, dans les milieux secondaires ou les milieux urbains ou les milieux déforestés, en fait, nous sélectionnons de manière bien involontaire des moustiques qui sont capables de nous piquer. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a à peu près 3500 espèces de moustiques et que sur ces 3500, il n'y en a que 300, vous voyez, qui sont capables de piquer les humains dans un certain nombre de groupes. Que ces moustiques, ces 300-là, ils sont responsables de 70 000 morts par an et qu'en fait, en plus, on les favorise dans nos milieux anthropisés parce qu'ils sont plus adaptés à ces milieux-là. Ils vont être plus adaptés aux milieux plus chauds. Quand il y a moins d'arbres, il fait plus chaud. Ils vont être plus adaptés aux sols moins acides. Dans la forêt, les sols sont généralement plus acides que dans les zones déforestées. Ils sont adaptés aussi aux trous d'eau, aux ornières que nos matériels vont créer. Et donc, ce qui fait que vous avez plus de chances de rencontrer des espèces qui sont capables de vous piquer. Et dans une étude au Pérou, on a par exemple démontré que quand on se promenait dans un milieu déforesté, on avait environ 8 piqûres
par soirée, alors que si vous vous promeniez dans la forêt, vous n'en aviez que 0,33 en moyenne en pourcentage. Voilà, donc vous voyez que, bien malgré nous, nous sélectionnons des animaux qui sont porteurs de pathogènes susceptibles de nous infecter. Et puis, dernier exemple, l'exemple des zones humides, justement, qui disparaissent à toute allure au niveau mondial. Ces zones humides, elles sont quand même très très utiles. Par exemple, elles pourraient permettre, les zones humides, de dépolluer l'eau qui arrive et qui ensuite va dans la Loire, comme on l'a vu tout à l'heure. Eh bien, voilà, ici une étude qui vous montre que dans un certain nombre de pays, lorsque on regarde la capacité de dépollution de ces zones humides, en fonction d'un certain nombre de polluants, donc de l'azote, N, du phosphore, P, des coliformes, des pesticides, du cuivre, du plomb, du zinc, etc. On voit que finalement, ces zones humides, quel que soit le pays, et on peut là généraliser leur capacité à dépolluer, elles sont capables de dépolluer entre, on va dire, 45% d'un certain nombre de ces éléments jusqu'à parfois 100%, parce qu'elles prennent en charge en fait les polluants qui sont donc générés par les activités humaines. Voilà. Donc maintenant, je pense que les autres intervenants vont aussi rentrer plus dans les détails de les relations entre la santé mentale, physique et l'accès aux espaces verts, les relations entre la perte de biodiversité et l'augmentation des maladies infectieuses, les questions du microbiote, etc. Donc je vous remercie et si vous avez des questions, en effet, ce sera peut-être à la pause. Restez avec nous, donc justement, Hélène, vous allez avoir l'occasion encore d'intervenir et on peut l'applaudir. Je vais demander à Pascale Derme, qui est auteure et réalisatrice, de venir nous rejoindre. Pascale qui a enquêté sur les relations entre santé et environnement. N'hésitez pas à me rejoindre sur scène. Il y a également Anne Vandevielle. Mais à la flamande, ça donne Anne Vandeville. C'est ça? J'ai bien prononcé? Vandewiel, pardon, qui est chargé du suivi sanitaire de la faune sauvage à l'Office français de la biodiversité. Et il y a aussi le docteur Pierre Souvet, président de l'association Santé Environnement France. Pierre, vous êtes là, je vous ai vu hier. Installez-vous. Et puis, nous avons un intervenant qui va nous parler depuis la Thaïlande. Il s'appelle Serge Morand, il est directeur de recherche au CNRS. Et il va répondre à cette question que nous nous posons tous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il reste effectivement dans nos esprits après la pandémie? Que nous a appris, Serge, s'il vous plaît, cette pandémie? Vous êtes avec nous depuis la Thaïlande. Avons-nous appris quelque chose de cette pandémie, de la Covid-19? Alors je répondrai par non et par oui. Les scientifiques avaient, pour beaucoup, pas forcément qu'en écologie, mais aussi, je pense à tous ceux qui travaillaient sur les maladies infectieuses émergentes, donc on avait beaucoup d'indicateurs, on voyait de toute façon augmenter le nombre d'épidémies, on voyait aussi augmenter cette fragilité des systèmes, donc ces dangers, cette exposition, la fragilité des systèmes, tout était en place pour nous dire qu'on allait vers une nouvelle pandémie. Mais on n'était pas capable de prédire quand, où, comment. Pourquoi? Parce que finalement l'écologie nous enseigne que c'est complexe, c'est multifactoriel, des facteurs qui s'ajoutent ensemble, il peut y avoir du hasard aussi, donc finalement il faut vraiment travailler sur les facteurs de risque, quelles sont finalement nos vulnérabilités, quelles sont nos expositions. Après on doit comprendre comment se fait ce lien entre un virus, ce coronavirus, mais d'autres qui circulent dans la faune sauvage et qui arrivent sur les humains, et il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, pourquoi? Parce que la plupart du temps, les hôtes intermédiaires, les hôtes amplificateurs importants, c'est nos animaux domestiques, nos animaux d'élevage, mais aussi nos animaux de compagnie, qui eux ont augmenté de manière incroyable sur la planète, et qui en fait aussi participent de ce déséquilibre de la planète. J'ai l'habitude de donner ces images et ces chiffres. Le nombre de poulets sur la planète, il est estimé à 30 milliards. Le nombre de tous les oiseaux sauvages sur la planète est estimé à 40 milliards. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement autant de poulets que de tous les oiseaux sauvages. Donc ce déséquilibre fait que, certes, beaucoup de virus, de microbes
sont hébergés dans la faune sauvage, ce qui diminue, mais en particulier, le plus important, c'est que les animaux domestiques font des liens de plus en plus importants pour permettre à ces virus de passer, s'amplifier dans ce compartiment domestique, et puis après, soit repasser sur les animaux sauvages, soit passer sur les humains. Alors nous avons encore du travail, on a compris beaucoup de choses, par contre on n'a pas su utiliser ce qu'on a appris de la science pour finalement changer nos pratiques. Je pense que si on continue sur la vision qu'il faut simplement surveiller et améliorer la biosécurité, que ce soit pour les humains ou que ce soit pour les animaux, je pense que c'est pas suffisant. C'est nécessaire mais pas suffisant. Il faut vraiment, et on est nombreux à le dire, y compris les organisations internationales, s'attaquer réellement aux causes, c'est-à-dire aux facteurs qui permettent finalement ces premiers, ce qu'on appelle débordements, c'est-à-dire ces virus qui commencent à passer sur les humains. On sait par exemple dans les élevages densifiés, importants, uniformes génétiquement, ce sont évidemment des conditions idéales pour faire une amplification d'un microbe et puis son passage aussi bien sur des autres animaux que sur les humains. Donc il faut travailler sur ça. Donc il faut travailler sur le local, sur l'élevage, sur l'agriculture, sur la vie finalement entre le territoire, la faune sauvage et les animaux domestiques. Et il faut travailler sur le global. On a beaucoup trop de choses qui circulent sur toute la planète, des animaux, des plantes, des humains. Et ça, il va falloir aussi retravailler sur ce commerce et sur ces échanges internationaux. En 1970, on était à peine 400 millions à prendre l'avion et on est arrivé en 2019 à plus de 4 milliards de personnes à prendre l'avion. Ça veut dire avec des personnes comme moi qui pouvaient le prendre plusieurs fois par an. Donc là, on a appris quelque chose pendant ces 2 années de pandémie, que finalement, on pouvait se déplacer moins. Prendre du temps pour les voyages, ben oui, on va peut-être visiter moins de choses, mais ce qu'on va visiter, on va prendre le temps de le visiter, c'est-à-dire prendre son temps. De la même manière, travailler aussi sur finalement la déforestation importée, c'est-à-dire en diminuant finalement notre demande de produits, notamment pour nourrir des animaux de ferme en Europe qui vont être retransportés dans le monde. Il va falloir travailler aussi sur une revégétalisation de notre nourriture, moins de protéines animales, plus de protéines végétales. Finalement, ça va être bon pour notre santé, ça va être bon aussi pour le climat, ça va être bon pour la nature. On peut vraiment avoir une belle stratégie, mais ça veut dire aussi qu'il faut retransformer notre économie, remettre la ferme et l'élevage finalement au cœur de nos territoires. Serge Morand qui nous a dit énormément de choses dans cette vidéo, mais moi ce que je retiens c'est qu'il ne faut pas se tromper de cible, Anne, et que cette faune sauvage est certes une menace pour nous les humains, mais c'est avant tout une victime, n'est-ce pas? Alors, est-ce qu'on m'entend là? Bonjour. Très bien, vous pouvez enlever le masque pour l'échange. Ok. Ben, on peut comparer ça, par exemple, à une épidémie de varicelle à l'école. Quand votre enfant attrape la varicelle, votre premier réflexe, souvent, c'est d'en vouloir à celui qui l'a contaminé. Mais celui qui l'a contaminé, il est bourreau ou il est victime d'avoir été contaminé lui-même. Et pour les espèces animales, c'est pareil. Donc, comme l'a dit Serge Morand, la sphère domestique prend de plus en plus de place. Et moi, j'ai travaillé 1/3 de ma vie pour le monde agricole, 1/3 pour le ministère de l'Agriculture, et maintenant à l'OFB, parce que cette partie faune sauvage est de plus en plus prise en considération dans la gestion des maladies animales. Donc, on retrouve différents mécanismes où, à un moment de l'évolution d'une maladie, la faune sauvage joue son rôle. Moi, je vais parler plutôt du territoire français, métropolitain et outre-mer, mais par rapport à notre territoire à nous. Et c'est ce qui nous intéresse justement, cette faune sauvage de proximité. Nous n'allons pas partir à l'autre bout du monde avec vous. Vous avez des exemples en tête à nous donner, par exemple, je ne sais pas moi, le bouquetin? Alors, le bouquetin, c'est un sujet très chaud actuellement,
puisqu'il s'agit d'une maladie qui s'appelle la brucellose, qu'on connaît sur les humains depuis longtemps et qui malheureusement était répandue sur les bovins, sur les moutons et qui a contaminé pas mal de troupeaux qui étaient dangereuses pour l'homme et pour lesquels il y a eu des abattages de troupeaux qu'il a fallu assainir de cette manière. Et il n'y en avait plus en France et il y a eu une résurgence en 2012, en fait 2 enfants ont été malades de cette maladie et le diagnostic est remonté jusqu'à la brucellose, mais ça faisait 13 ans qu'il n'y avait plus de cas sur les élevages du secteur. Donc comment est-ce qu'ils avaient pu être contaminés? On a bien trouvé un élevage de bovins qui a exprimé aussi la maladie, mais les maladies, elles ne tombent pas du ciel non plus. On ne parlera pas trop d'influenza aviaire aujourd'hui. Donc il fallait trouver la source. Et là, on a cherché dans différentes populations animales et on a trouvé que le bouquetin était porteur de cette maladie d'une manière dont on ne s'était pas rendu compte parce qu'en fait, c'est des animaux protégés qu'on ne capture pas, qu'on ne chasse pas, donc qui vivaient leur vie indépendante. Et tout d'un coup, il a fallu commencer à les capturer et on s'est rendu compte qu'ils représentaient cette menace, du coup, pour les troupeaux domestiques et pour la santé humaine. Et il y a eu des choix à faire, des choix scientifiques, à se dire, soit pour supprimer cette bactérie, on élimine la population locale de bouquetins et on repart à zéro, quitte à on en réintroduit, ou alors on essaye avec la science de trouver des compromis et petit à petit de reconstituer un noyau sain, donc de privilégier les animaux sains, de pouvoir faire la distinction. Il faut avoir des outils scientifiques pour ça, et on est rentré dans ce sacerdoce, et aujourd'hui, on espère que ça va permettre de reconstituer un noyau sain petit à petit pour permettre cette cohabitation entre les vaches et les bouquetins sur ces territoires de montagne. Et malheureusement, il y a une vache qui a été déclarée positive il y a quelques jours, donc forcément, cette actualité, du coup, revient un peu à la surface. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe si une vache est contaminée ? Eh ben, d'un côté, il faut s'occuper du troupeau pour l'assainir le plus rapidement possible. Donc, le premier réflexe, c'est un abattage total du troupeau, donc de tous les animaux, parce que on ne peut pas savoir quels sont les animaux sains et les animaux porteurs. Et forcément, du coup, il y a un sentiment d'injustice des éleveurs de bovins qui disent nous, on doit abattre nos bovins, mais il y a des bouquetins à côté qu'on laisse sur la montagne, alors qu'on sait qu'il y en a qui sont porteurs parmi eux. Donc on est tout le temps dans cette recherche d'équilibre pour favoriser cette cohabitation. Il y a aussi un sujet sur le blaireau, n'est-ce pas ? Ça va être un peu dans le même genre de phénomène, mais là, on va changer de maladie. On va s'intéresser à la tuberculose, qui est une maladie connue, ça se compte en milliers d'années dans l'espèce humaine. Il y a plusieurs tuberculoses qui existent. Et là, pareil, ça fait 70 ans qu'on travaille contre cette maladie dans les troupeaux bovins. Ça a été un phénomène vraiment prioritaire dans la gestion sanitaire des élevages. Et depuis quelques années, on s'est rendu compte d'abord qu'il y avait des secteurs où les troupeaux se recontaminent, où l'environnement était contaminé. Ça a commencé la découverte en Angleterre, et on l'a découvert en France quelques années après. Le blaireau était porteur de cette tuberculose, donc il était à la fois victime, mais en même temps, on pense bien qu'il peut être aussi réservoir et recontaminer les vaches, en fait, si on le laisse dans des terriers infectés. Donc là, encore une fois, on se pose la question, comment on peut agir sur le blaireau ? On n'a pas passé de contrat avec lui. Il faut commencer par découvrir combien de kilomètres il fait dans sa vie, combien de fois il change de terrier, combien de fois il change de compagne, comment il construit sa famille. Donc c'est pour ça qu'il y a des aspects recherche. C'est un peu mission impossible. Non, c'est une mission très intéressante, et c'est pour ça que le rôle de l'OFB est très important, parce qu'on ne peut pas extrapoler ce qu'on connaît des vaches à des animaux sauvages. Ils n'ont pas le même comportement. On a des grandes différences, c'est que les troupeaux, ça a été dit par Serge Morand, ils sont très concentrés, c'est des vrais nids à virus, et quand on a une maladie qui se dissémine au sein de l'élevage, on a des charges virales ou des charges bactériennes qui sont très élevées. Je vais faire une toute petite parenthèse sur l'influenza aviaire, parce que c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Normalement, c'est une maladie qui touche que les oiseaux d'eau et qui se transporte
à travers les continents par les migrations d'oiseaux d'eau. Mais quand on a des maladies dans les élevages domestiques, comme on a eu dans le sud-ouest de la France, on arrive à contaminer des pigeons. C'était la seule fois au monde où des colombidés étaient contaminés. Parce que pour qu'eux soient contaminés, il faut des charges virales bien plus élevées que ce que peuvent transporter les oiseaux migrateurs, où eux, ils sont dilués dans l'espace. Donc la probabilité qu'ils se contaminent l'un l'autre est beaucoup plus faible. Et donc on a un effet de dilution pour lequel c'est vraiment les contacts avec les troupeaux qui recréent Parce que ces risques. Serge Morand l'a un peu évoqué, la solution aussi réside dans l'agriculture et peut-être, voilà, il a pointé du doigt l'élevage carcéral, entre guillemets, versus l'élevage extensif. Est-ce que la solution n'est pas aussi dans des élevages moins concentrés, beaucoup moins concentrés? Il y a deux hypothèses. Soit au contraire, on enferme tous les animaux d'élevage, on essaye de les isoler complètement de la nature et on crée une alimentation complètement artificielle, en fait. Donc forcément, ce n'est pas non plus le modèle qu'on veut défendre. Particulièrement en France, on est très attaché à la qualité, d'abord gastronomique, mais aussi au bien-être et au bien-être des éleveurs aussi. Donc au fonctionnement de ces élevages, on veut que les animaux puissent aller à l'extérieur, on veut profiter du plein air. Et pour ça, il faut trouver des modalités de cohabitation avec la faune sauvage. Donc, identifier les interfaces qui représentent des risques et demander à la science de nous trouver des outils. Et là, je reviens sur les blaireaux. On a besoin d'assainir, en fait, l'environnement et du coup les terriers. Et on a essayé de diminuer la population de blaireaux, mais on se rend compte qu'on met la pagaille et qu'on n'arrive pas à améliorer la situation de la maladie, alors que par contre, si on développe un vaccin, et c'est vers ça qu'on s'engage actuellement, on peut espérer vraiment avoir un effet d'assainissement du milieu avec un effet positif sur les vaches derrière. Donnez-nous un dernier exemple, un peu moins évident, celui-ci, sur celle qui est le symbole de la dégradation de cette biodiversité, celle qui revient de moins en moins au printemps, l'hirondelle. L'hirondelle pose plusieurs problématiques. Et souvent, alors c'est des animaux qu'on fréquente, qui sont assez familiers, qu'on trouve des nids d'hirondelles dans les toits de nos garages et tout ça. Et quand on fait des travaux, souvent on a tendance soit à les détruire ou à vouloir les déplacer, enfin en tout cas à avoir un effet négatif sur ces animaux qui cohabitent dans notre environnement proche. Or, on ne le sait souvent pas, mais l'hirondelle est un animal protégé. Donc, qu'on doit respecter, qu'on n'a absolument pas le droit ni de détruire son nid, son habitat, etc. Donc, c'est régulièrement qu'on est confronté à des nids d'hirondelles qui sont, on pourrait dire, de manière anthropocentrique, mal placés. On ne peut pas les détruire, il faut les faire déplacer par des experts, en fait, des spécialistes. Et alors, je reviens sur le sujet de l'influenza aviaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Je vous disais qu'il y a ces risques aussi qui sont présents et qui peuvent représenter un risque pour l'homme. Et l'intérêt de ne pas toucher les animaux sauvages, c'est aussi de ne pas se mettre en contact avec ces microbes, et parfois même des microbes qui peuvent être un peu exotiques, et en confiant ces tâches à des services spécialisés, comme les services de l'OFB, par exemple, qui peuvent venir déplacer un nid. À ce moment-là, eux, ils prennent les précautions sanitaires qu'il faut, ils vont mettre des gants, ils vont mettre un masque, ce que vous n'aurez pas forcément l'idée de faire en première intention. Non, pour un nid d'hirondelle, mettre un masque et des gants, pas vraiment. Mais de toute façon, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il ne faut pas y toucher et qu'il faut faire appel à des spécialistes. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Je reprends la balle au bon parce qu'on va revenir bien sûr à la perte d'habitat et à toutes ces questions dans un second temps. Mais avant cela, nous allons parler de la nature comme pourvoyeuse de solutions pour la santé. Notre pharmacopée, vous l'avez dit dans votre présentation, Hélène, est proche de chez nous, dans les Vosges notamment. Nous avons une précieuse petite fleur. Au cœur du massif des Vosges, un événement incontournable se prépare. Chaque été, et seulement quelques jours par an, des cueilleurs se rejoignent dans la station du Markstein, hotspot de l'Arnica, pour récolter la plante précieuse et bien connue pour guérir nos petits et gros bobos. Fabien, chargé de mission Natura 2000 au parc naturel régional des Ballons des Vosges, commence par rappeler les règles de base. Voilà. Donc on ne cueille qu'à l'intérieur de la zone conventionnée, donc essayez de rester dedans, de ne pas aller trop chez les voisins. Donc vous ne cueillez que des plantes en pleine floraison et vous laissez des plantes sans boutons, donc il faut laisser des plantes qui se reproduisent. C'est parti pour une journée de cueillette bien encadrée. Les cueilleurs professionnels ont pour mission de respecter des quotas et de cueillir uniquement à la main ou au couteau.
Le tout dans une zone conventionnée qui lie le parc naturel, le conseil départemental et les communes, les laboratoires et les cueilleurs. Alors, Natura 2000, c'est une des politiques majeures de l'Union européenne qui est consacrée à la protection de la biodiversité. L'arnica, c'est un des indicateurs de bon état de conservation d'un type de milieu naturel qu'on appelle les hauts de chaume ici. Donc, quand il y a beaucoup d'arnica, ça veut dire qu'on répond bien aux objectifs de cette directive européenne. Auparavant, les récoltes avoisinaient les 9 tonnes d'arnica par an, contre seulement 500 kilos aujourd'hui. Une ressource rare à préserver. Pour permettre à l'arnica de se régénérer, il est nécessaire de conserver une tige fleurie tous les 5 mètres carrés. Et naturellement, autoriser la cueillette uniquement aux professionnels. On est à peu près entre 70 et 80 cueilleurs habituellement. C'est 80% de la récolte française d'arnica ici. C'est le dernier grand spot d'arnica français, quoi. Il disparaît sous nos yeux. Là, ça fait 3 ans qu'il disparaît sous nos yeux. Donc il y a plusieurs choses, mais je pense que oui, l'acteur principal, c'est le changement climatique. De toute façon, ça, c'est une évidence. On continue, je veux dire, à produire, à surproduire, à gaspiller. Enfin, on continue toutes nos bêtises. Donc c'est un vrai changement de société, quoi. Et ça dépend pas que de nous, quoi, malheureusement. Les producteurs de plantes médicinales et les cueilleurs ont créé l'AFC, l'Association française des cueilleurs, qui nous permet d'étudier justement les bonnes pratiques de cueillette. On s'organise quand même pour réfléchir à comment continuer ce métier-là et le faire en préservant la ressource, quoi, au maximum. Préserver la ressource et la biodiversité, un objectif à tenir pour continuer à bénéficier des bienfaits de l'arnica. Pierre Souvé. Ça serait dommage de se priver d'arnica, n'est-ce pas? Bonjour Fanny. Oui. Ça serait dommage. Les opiacés aussi. Hein. Ah oui, on en a besoin. Les fleurs vont devenir rouges, là. Non. Docteur, vous allez nous donner la définition de ce qu'est la bonne santé. Alors, la définition officielle de la... En fait, je voudrais, dans cette intervention, dissiper un malentendu. J'ai vu les gens sur la rambouilleuse. Oui, les gens sont en émotion, en extase dans la nature, mais en fait, c'est beaucoup plus que ça. C'est pas que du bien-être. Alors, le bien-être fait partie de la définition de la santé. La santé, c'est l'absence d'infirmité ou de maladie, et un bien-être physique, mental et social. Donc, la qualité de vos relations sociales, ici, il y en a beaucoup, et de qualité, ça compte dans la bonne santé. Et le malentendu, c'est que... Je peux démarrer mon truc, oui. Vous avez toutes les libertés. Merci. C'est que d'abord, la nature, ça répare. Alors, j'ai fait un topo, là, l'OFB m'a réinvité aujourd'hui au Congrès mondial de la nature. En fait, ça répare. Alors, une grande étude a montré tout ce qui se passe quand vous êtes exposé à la nature en ville. En ville, vous êtes exposé au stress, à la pollution de l'air, aux îlots de chaleur, au bruit, etc. Et dans cette étude, ça vous montre que vous avez un meilleur état physique, vous avez un meilleur état mental, moins de maladies cardiovasculaires, moins de mortalité. Une étude américaine, parce que là-bas, ils suivent les infirmières toute leur vie, en fonction de là où elles habitent. Donc sur plus de 100 000 infirmières, en fonction de si elles habitaient d'espaces naturels à moins de 250 mètres ou beaucoup plus loin. Celles qui habitaient à moins de 250 mètres, donc qui ont utilisé ces espaces naturels, avaient, écoutez bien, 12% de mortalité en moins que ceux qui habitaient loin de ces espaces naturels. Donc ce n'est pas seulement du bien-être qui fait partie de la santé, mentale, physique, c'est aussi moins de mortalité. Le deuxième élément, on en a parlé, c'est les médicaments. Donc, alors, on a cité les opiacés, mais il y a l'aspirine, hein, ça vient du sol. La cyclosporine, le traitement immunosuppresseur pour les greffes, ça vient d'un champignon. Le quinoa, etc. Donc, l'OMS considère qu'il y a près de 11% des médicaments essentiels qui viennent de la nature. Et si on détruit la biodiversité, eh bien, il y a beaucoup de chances, de valeurs d'option, comme on dit, qui vont être perdues. Alors, avec Sabrina Krief, il y a 2 ans, j'avais demandé, mais quand tu vas en Ouganda, tu prends un médicament contre le palu dans ta forêt tropicale, il y a sûrement des moustiques, hein? Elle me dit, non. Ça fait 10 ans. Ben, j'ai dit, oui, comment tu fais? Je mange ce que mangent les singes. Donc, elle mâchonne les feuilles des arbres des singes. Et là, j'ai reposé la question hier, toujours pas. Bon, alors, évidemment, si vous allez en Afrique, vous allez prendre un traitement anti-palu. Hein, mais c'est pour vous dire qu'il y a des options qui ne sont pas dévoilées, et notamment les plantes avec des ramifications, des vasculaires, des plants vasculaires. Il y en a un grand nombre qui n'ont pas été étudiés. Et donc, il y a un pourvoi de médicaments. Et nous, on est très synthétique, hein, mais dans le monde, c'est 75% de médicaments d'origine naturelle. Hein. Donc, il y a une capacité de nous apporter des médicaments. La troisième option, c'est ça
restaure et améliore vos capacités. Alors Hélène a fait le tour un peu tout à l'heure. Le microbiote. Alors le microbiote, ça commence à la naissance. Quand le bébé il sort par voie naturelle, il est au contact avec tout. Première fois qu'il sort, il y a plein de bactéries. Alors excusez-moi, mais parce qu'on ne va pas passer sur, sur cet aspect-là rapidement. C'est juste crucial, la santé, enfin le capital au niveau des bactéries, des bonnes bactéries. Démarre ici, à la naissance. À la naissance, on est obligé de parler du microbiote. On a, écoutez bien, 10 puissance 12, ça fait combien? 1000 milliards à 100 000 milliards de bactéries. La biodiversité, c'est à l'intérieur de nous, dans nos microbiotes cutanés, le nez, les oreilles, le vagin, l'intestin. C'est prodigieux. Et Or, permettez-moi de faire cette remarque, le taux de césarienne augmente de manière exponentielle depuis quelques décennies. Oui, et ça, beaucoup de gens se posent la question, et certains essaient justement de prendre les sécrétions malgré tout qu'il peut y avoir pour imbiber le fœtus. Je vous donne un truc incroyable sur le lien entre le microbiote. Bon, ça améliore l'immunité. Je peux, Fanny? Oui. Ça améliore l'immunité. Il y a des études qui vous montrent que les enfants élevés à la campagne au contact de plein de bactéries, de germes, tout ce que vous voulez, de pollen, ont moins d'allergies. On se dirait, tiens, il y a plus de pollen dans la campagne. Ils ont moins d'allergies que ceux qui habitent en ville dans un milieu aseptisé. Leur système immunitaire qui commence à la naissance se renforce. Autre élément, en Finlande, les cours d'école chez nous sont bien bétonnés, c'est super, c'est comme les trottoirs bien noirs dans les villes pour l'effet albédo, pour la chaleur, j'ai jamais compris. En aparté, j'ai traité le responsable des trottoirs dans la métropole de Marseille. J'ai dit, est-ce que vous savez ce que c'est l'effet albédo, le noir absorbe la chaleur? Il ne savait pas. Tous les trottoirs de la métropole de Marseille sont noirs. C'est super pour le changement climatique. Enfin, bon, passons. Je dis, on dirait passons. En même temps, l'effet albédo, c'est un terme technique. Vous auriez pu le dire. Ouais, mais bon. Bon, je l'ai soigné quand même. Bon. Oui, je suis cardiologue à la base. Je ne sais plus, j'ai perdu le fil du coup. Non, vous parliez du microbiote et des milieux aseptisés, notamment. C'était pour savoir si vous suiviez, Fanny. Bah oui. Et donc, en Finlande, ils ont fait une étude, ils ont remis du verre dans les cours d'école, de l'herbe, des arbres, des fleurs. Très rapidement, au bout d'un an, le microbiote cutané et digestif des enfants se sont améliorés avec moins de bactéries pathogènes. De façon cutanée, les bactéries pathogènes ont disparu. Et donc, son microbiote s'est amélioré. C'est ce qu'on disait. Si vous tuez toutes les bonnes bactéries ou les bonnes moisissures, etc., il n'y a que les mauvaises qui viennent. Vous faites la place aux mauvais. Vous êtes en train de dire que nous acceptons de vivre dans un monde pollué mais désinfecté. Et on désinfecte trop. Arrêtez l'eau de javel, enfin, je sais pas, les biocides. Alors la mission antibiorésistante, c'est que sur l'utilisation des antibiotiques. Or, les biocides ont les mêmes capacités d'action pour favoriser l'antibiorésistance. Alors, je vais auditionner bientôt, je vais essayer de leur expliquer ça, j'espère que ça va. Mais c'est difficile. Je reprends. Remettez-moi dans le fil. La question Fanny, initiale, c'était comment se construit la bonne santé et qu'est-ce qu'est la bonne santé? Eh bien, donc, oui. Un exemple, parce que j'aime bien vous donner des exemples. L'autisme. Les perturbations du microbiote, donc de votre propre biodiversité dans l'autisme, commencent avant les symptômes d'autisme. Okay? Et là, donc, Marc-André Sellos, un grand spécialiste du microbiote, on fait des greffes de microbiote, des greffes de sel, par exemple, ça existe. Le cerveau reprend son développement. Parce que dans le tube digestif, il y a des synapses qui remontent directement au cerveau. Et vous savez qu'on disait l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Mais c'est pour vous dire que la restauration d'une bonne biodiversité, et le microbiote, c'est la première, c'est indispensable. En plus, ça protège donc, du système immunitaire, il y a moins de maladies inflammatoires, moins d'allergies, etc. Et il y a une maladie qui s'appelle le trouble déficitaire de la nature, chez les enfants. On va parler des femmes enceintes et des enfants. C'est les troubles cognitifs, émotionnels, des enfants qui ne sont pas exposés à la nature. Vous exposez une femme enceinte à la nature, elle va se promener, des enfants de meilleur poids de naissance à la naissance. Des enfants exposés jeunes, comme on l'a dit, il va y avoir moins de maladies chroniques. Et tout au long de sa vie, parce qu'elles ont été imprégnées de ça, elle va en tirer des bénéfices tout au long de sa vie. Donc, la mortalité, c'est l'élément le plus important, mais restauration du microbiote, apport de médicaments et effet dilution. Et Hélène en a parlé, ce n'est pas toujours vrai. Donc, par exemple, si vous n'avez que des écureuils, parce que tout le reste a été détruit, plein de tiques, l'écureuil va être le réservoir, la tique le vecteur, vous allez avoir plus de maladies de Lyme. Par exemple, s'il y a une diversité, ce ne sera pas le cas. Alors, on dit toujours, il y a l'effet dilution, c'est général. Non, pour expliquer la complexité et le travail incroyable. Par exemple, j'ai trouvé une étude dans les Amériques sur la fièvre jaune, où il y a des primates
qui sont les réservoirs, eh bien, il y avait plus de cas de fièvre jaune dans cette zone d'Amérique, Amérique centrale, Pérou, etc. Et donc là, il y a eu un effet d'amplification. Donc chaque problème, blaireau, renard, etc., a sa propre complexité qu'il faut étudier. Mais donc, amélioration, restauration des dommages, renforcement de vos capacités physiques, mentales et sociales, effet dilution, apport de médicaments, amélioration de votre système immunitaire. Donc vous voyez que c'est considérable. Et je trouve que dans les parcs américains, donc pour avoir payé l'entrée des parcs américains, les rangers quand même font de l'éducation à ce moment-là. Ils vous disent faites pas ci, faites pas ça. Et je pense que sur cet aspect santé, pas seulement bien-être, extase, émerveillement, qui est important pour votre équilibre, pour votre qualité, parce que le bien-être mental, c'est la qualité de vos émotions. Vous êtes tous capables de réfléchir et d'avoir des émotions. Mais le bien-être, après, c'est cette qualité. Vous êtes tous capables de courir, mais si vous courez bien, c'est la qualité. On passe dans le bien-être physique. Eh bien, donc, si on veut faire comprendre que c'est plus que l'extase, l'émerveillement, il faut expliquer tout ça aux populations. Vous avez dû bondir pendant la pandémie, pendant le pic, au moment du confinement, du plein confinement. Ah ouais, hier, il y avait le président du golf, alors moi, je veux bien. Mais pour aller au golf, il fallait le pass sanitaire. Bon, je veux bien, bon. Alors, ben oui, évidemment. En plus, les gens qui étaient en milieu urbain, qui n'avaient pas le droit d'aller à plus d'1 kilomètre, en plus, ils étaient exposés à la pollution autour de chez eux, quoi. Alors ça, j'ai trouvé que c'était pas très logique, quoi. Alors que dehors, la CEF, donc nous, on est tous bénévoles, c'est que des professionnels de santé, a fait un mini-guide Covid en juin 2019 sur les gestes barrières, évidemment, et surtout, on a écrit aérer le plus possible en juin 2020, parce qu'on a lu les études d'ailleurs, et les recommandations officielles d'aérer, bon là, ça va, ça date de mars. C'est une évidence. Je vais à Strasbourg, colloque sur les perturbateurs endocriniens. Alors, quand vous croisez un obèse, ça ne veut pas dire qu'il mange trop ou qu'il mange mal. Les perturbateurs endocriniens peuvent favoriser, pendant la grossesse, le développement d'adipocytes, de cellules graisses trop nombreuses et trop grasses. Donc, il y a des gens, par l'exposition de la mère aux perturbateurs endocriniens, vont devenir obèses. Ne croyez pas que c'est des gens qui font n'importe quoi. Vous voulez dire que la bonne santé se construit même à l'intérieur de l'utérus, oui, pendant la période fétale? Bien sûr. L'exposition de la... regardez les singes hier. Les singes qui, à la naissance, ont des malformations, c'est que la mère a été exposée aux pesticides, etc. Il y a des cas sur l'espèce humaine, on est d'accord? Bien sûr, l'espèce humaine, il y a 1,5% de plus d'incidence d'absence testiculaire chez le garçon par an. Et de fertilité? À population. Alors, la fertilité, messieurs, allez faire l'éprouvette tout de suite. Bon, on dit on était 100 millions de spermatozoïdes, on n'est plus qu'à 50. Tous les ans, ça baisse de 1,9% la quantité. Et ne croyez pas qu'ils soient en forme. Grosse étude suisse, dans tous les secteurs urbains et agricoles, allemands, italiens, français, il n'y en a qu'un tiers, un bon tiers qui est en bon état. Les autres, ils sont un peu fatigués, avec des anomalies et tout. Voilà. Donc c'est pour vous dire que ce problème de fertilité, c'est plus facile d'expliquer la fertilité masculine que la fertilité féminine, parce que compter les ovocytes, vous savez, les femmes sortent des ovocytes, elle en a X, et tout au long de sa vie, elle va en balancer un. Bon, c'est plus facile chez l'homme. Mais il est à craindre aussi que chez la femme, il y a des problèmes de ce type. Nous sommes de plus en plus fragilisés. Est-ce que cette pandémie révèle-t-elle l'état de santé des populations, finalement? Oui, c'est sûr que c'est les plus fragiles qui ont été les plus touchés. Moi, j'ai qu'un conseil à vous donner, parce que, comme on dit, comme je suis un peu italien, c'est « doctore uno giorno, doctore sempre ». Docteur un jour, docteur toujours. Prenez la vitamine D, en fait c'est une hormone, et ça renforce votre immunité. Améliorez votre microbiote en prenant des produits fermentés, ferments lactiques si vous ne pouvez pas. Essayez d'agir sur votre écosystème, parce que c'est ça, une seule santé. Nous, on a commencé pour avoir une vision globale du patient. Pas, moi je vous soigne le cœur, vous avez ça. Moi je demandais, vous habitez, vous êtes exposé à quoi, vous mangez quoi, etc. Je donne l'exemple, je dérive un peu. Non, vous dérivez pas. Une dame arrive, échographie du cœur, en chimiothérapie pour cancer du sein. Donc les chimios sont cardiotoxiques. Donc on fait une écho pour voir si le muscle marche bien. Et je suis le seul à avoir lui demandé qu'est-ce que vous mangez. Ah, je mange du thon 2 fois par semaine. Alors c'est bien le thon, mais c'est plein de mercure et de PCB. Les PCB, c'est des cousins des dioxydes. Mais on vous dit aussi que le poisson est bon pour la santé. C'est difficile. Et oui, mais personne ne sait qu'il faut mieux manger de la sardine et du maquereau, par exemple. En bas de la chaîne alimentaire. Pour ne pas avoir l'accumulation de ces toxiques. Eh bien, personne ne lui avait posé la question. Il faut avoir cette vision globale.
Et on est allié à la CEF avec Hélène, la Fondation pour la recherche biodiversité, les vétérinaires, France Nature Environnement, Humanité Biodiversité, pour avoir justement cette vision globale, une seule santé, tout est lié. Nous faisons partie de la biodiversité, plus que jamais, à l'intérieur de nous. Donc il faut la préserver, et préserver tout ce qu'il y a autour. Et là, vous êtes en train de nous faire une ordonnance en direct pour le préventif. Vous avez parlé notamment d'accès à la nature et de se plonger dans la nature aussi régulièrement que possible. Je vous ai entendu dire l'alimentation, les produits lactofermentés, c'est important de nous donner quelques conseils, quelques tips. C'est quoi? C'est la choucroute? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a de lactofermenté dans notre alimentation? Oui, la choucroute, oui, c'est très bien. Donc oui. Allez-y sur la choucroute. Les choux, la choucroute, les yaourts. Alors les fromages crus, ça pose un problème avec les brucelloses, tout ça. Hein. Je ne comprends pas d'ailleurs, parce que nous, on faisait systématiquement à l'époque, les gens qui venaient, le sérodiagnostic de Wright. C'était le sérodiagnostic de la brucellose chez les gens qui mangeaient des fromages crus. Et ça ne se fait pas chez le bétail. Je dérive aussi, mais je ne comprends pas. Vous me dites, on ne peut pas savoir si une vache est atteinte. Pourtant, nous, on a un sérodiagnostic pour nous. C'est très facile d'avoir un diagnostic de troupeau, c'est très difficile d'avoir un diagnostic individuel. Parce que les techniques de diagnostic de laboratoire ne sont pas encore parfaites. Donc on a toujours des faux positifs, des faux négatifs, on en a entendu partout. Donc pour avoir une vision exacte, il faut soit avoir des tests beaucoup plus percutants, soit rester à l'échelle du troupeau. Vous voyez que j'ai écouté l'intervention précédente. Hein. Bien. En réalité, les produits lactofermentés, c'est même très facile à faire soi-même. Il faut juste un petit peu de sel, finalement, et des bocaux. Enfin, je dis ça parce que, personnellement, j'expérimente depuis 2 ans maintenant les produits lactofermentés. C'est juste extraordinaire. Fanny, je suis à l'ancienne, moi. Hein. C'est pas moi qui fais la cuisine. Hein. Vous ne faites pas la cuisine. Attention. On va regarder le trailer de Natura, ce trailer incroyable d'un documentaire qui va bientôt sortir... qui est sorti en 2018, pardon, je ne suis pas à jour dans mes fiches, et donc je vous conseille vivement de regarder si ce n'est pas encore le cas. Là, bien sûr, on va pouvoir argumenter et compléter sur tous ces sujets en lien entre notre santé et la santé de la biodiversité. Une nouvelle médecine est en train de naître, puisée au cœur des forêts, des lacs et des montagnes. Nous sommes nombreux à savoir intuitivement que marcher dans la forêt, se promener dans un parc, augmente notre bien-être et favorise notre calme. Every plant here has something beneficial to offer. Jusqu'à présent, les preuves scientifiques manquaient pour corroborer cette intuition. Mais depuis une vingtaine d'années, des chercheurs pionniers du monde entier font des découvertes stupéfiantes. それで我々の今までの研究ですと、森の中では脳の活動が鎮静化していてリラックスしている。都市では活動的に興奮していると、そのような結果が得られています。What you see lighting up here is the brain structure called amygdala, and if you live in a rural area, amygdala really didn't activate at all. If you're in a big city, it activated a lot. Our thinking is that when people do have the ability to go regularly to natural environments, they can recover more quickly and completely from their efforts to meet everyday demands. Many researchers have shown that distraction with nature perceived pain levels and reduces intake of drugs. Ces découvertes majeures vont révolutionner notre approche de la santé, de la médecine et notre rapport au monde vivant. The world is waking up to the vital importance of nature, seeing the tremendous loss of nature experience among people living in cities. Green should be part of the solution, not something that comes extra at the end when everything else has been sorted. And I think this whole health debate is really helping us to make sure we get green spaces integrated into these major agendas and policies. I think the most important there is actually the collaboration between environmental scientists, between urban planners, and from my perspective, the public health workers and agencies. This effect of nature experience, we need to figure out ways to bring that back into people's lives.
L'expérience de la nature influence notre santé physique, psychologique, mentale, cognitive. Vous en savez quelque chose, Pascal, pour avoir traité le sujet et réalisé ce superbe documentaire. Vous avez des résultats d'études, la synthèse de nombreuses études à travers le monde. Il n'y en a pas qu'une. Hein. Oui, non, bonjour et grazie dottore. Non, de 2008 à 2018, je suis partie à la recherche des informations qui existaient sur ce sujet et je les ai patiemment accumulées pour ce film Natura, donc Canal+ a produit. Et ensuite, et entre-temps, j'ai travaillé sur l'eau avec Aqua. On en parlera peut-être à la fin. En 2015, Harvard a sorti une première synthèse qui montrait que 350 à 400 études scientifiques étudiaient les bénéfices de ce qu'ils appellent l'expérience de la nature. Donc là, on va un peu dézoomer du microbiote, mais on pourra rezoomer ensuite. Et l'expérience de la nature, c'est la capacité d'entrer en relation sensorielle avec la nature. Les scientifiques que j'ai été voir, et je pense notamment à Laura Fleming en Grande-Bretagne, me disaient qu'ils avaient beaucoup étudié les effets anxiogènes de la nature, les pollutions, les interrelations négatives entre alors c'était avant l'épidémie, hein, entre la nature et nous, et qu'ils avaient besoin de travailler sur les effets salutogènes de l'expérience de la nature, c'est-à-dire le fait de démontrer en quoi cette santé globale, physique, physiologique, émotionnelle, mentale et cognitive, pouvait être reliée avec la fréquentation de la nature. Et ce qu'ils ont montré, alors globalement dans ces 450 études, c'est que le fait de fréquenter la nature peut atténuer les maladies de civilisation de 10%. Ces maladies de civilisation, docteur, tout le monde ici les connaît, c'est toutes ces maladies dont on n'hérite pas, mais qui sont développées à nos modes de vie, et qui ne sont pas forcément des modes de vie ruraux d'ailleurs. C'est lié à l'alimentation, on l'a dit. Alors c'est les diabètes de type 2, c'est l'obésité, c'est l'anxiété, c'est les dépressions, c'est toutes ces maladies qui sont liées en fait à une mauvaise alimentation, à un mauvais mode de vie. Et l'expérience de la nature peut permettre, le fait d'aller dans la forêt peut permettre d'atténuer ces maladies de 10%. Et il y a tout un tas d'études qui le montrent. Alors on a vu Stanford en 2015, je ne sais pas si Oui, donnez-nous justement des détails. Alors, à Stanford, en 2015, ils ont sorti une étude où ils ont comparé, en fait, une étude comparative. Ils ont fait appel à la fois à des prises physiologiques, à des questionnaires et à des IRM fonctionnels. Et ils ont montré qu'ils ont comparé, un groupe est allé marcher dans une nature relativement arborée, avec une biodiversité relativement élevé, pas non plus extraordinaire, mais c'était quand même, il y avait des arbres assez âgés, c'était assez diversifié, mais c'est pas une forêt évidemment très, c'était on va dire une prairie arborée. Un autre a marché dans les rues de Palo Alto et un groupe est resté à domicile, et ils se sont rendus compte qu'en fait le groupe qui avait marché dans la nature arborée avait une zone qu'ils appelaient les pensées ruminatoires qui s'était totalement éteinte, et pas chez le groupe qui avait marché dans les rues de la ville, ce qui signifie que ce n'est pas le fait de marcher qui a cet effet, simplement, parce qu'on pourrait légitimement se poser la question, et je l'aurais posé d'ailleurs, mais c'est le fait d'avoir cette interaction à la fois avec la vue et avec la forêt qui a permis de diminuer ces pensées ruminatoires, et les pensées ruminatoires, c'est précurseur de la dépression pour beaucoup de personnes. Parlez-nous des phytoncides, justement, parce qu'on ne les voit pas, mais elles sont là. Oui, si j'avais organisé mon discours, j'aurais commencé par la santé physique, physiologique, cognitive, émotionnelle, mais là, bon, voilà, je vous le dis un petit peu en vrac. Les phytoncides, en fait, enfin, on n'utilise plus ce terme-là. C'est des arômes que les arbres émettent, des limonènes, des terpènes, et les Japonais, donc on voit dans le film, qui ont été quand même les pionniers, même si les cohortes étaient assez réduites et assez peu diversifiées, ont montré que le fait de faire des bains de forêt, c'est-à-dire tout simplement de marcher en respirant lentement dans la forêt, pouvait avoir par aromathérapie renforcé notre immunité à raison de 3 jours et 2 nuits dans la forêt. Et ces études ont été dupliquées. Mais je voudrais aussi parler par exemple de quelqu'un d'autre, ça m'a fait plaisir de revoir ce trailer, qui s'appelle Roger Ulrich, et en 1984 dans Science, c'est vraiment un de ces grands pionniers du sujet. C'était un architecte, on le voit au milieu du trailer, a montré que les personnes qui avaient une chambre d'hôpital qui donnait sur un jardin, une forêt, récupéraient plus vite et avec moins d'antidouleur que ceux qui donnaient sur un mur de briques. 1984. Et il a publié et depuis, il milite bien sûr pour la création de jardins et d'environnements de
hôpitaux thérapeutiques très verts. Et en fait, ce monsieur nous a fait, ensuite ses études ont été dupliquées, mais c'est pour vous dire que ce sujet, en fait, ne date pas d'hier et que certains médecins commencent à s'en emparer. Notamment, moi, je pense que ces ordonnances vertes et bleues, c'est-à-dire de préconiser la fréquentation de la nature, pourrait être quelque chose qui se développe déjà à Hambourg, en Irlande, en Écosse, en Finlande. Donc, on pourrait développer en France aussi. Comme dirait François Sarano, on sait. Et alors, je vais quand même faire réagir un médecin à côté de vous, parce que bon, j'ai l'impression que vous êtes plutôt dans la compréhension de ces sujets-là, docteur, mais comment expliquer que vos confrères, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'université, qu'est-ce qui se passe, pourquoi la médecine n'a pas ça dans sa trousse, dans son... Voilà, pourquoi c'est pas un outil aujourd'hui, la nature? Parce qu'on n'est absolument pas formé au problème, que ce soit une seule santé ou la santé-environnement. Ça n'existe pas dans les formations. Premier plan national santé-environnement en 2003-2004 disait formation des professionnels de santé. Il ne s'est rien passé depuis 17 ans. Alors, cette année, on espère que le doyen de Strasbourg, avec la conférence des doyens, introduire une sensibilisation d'une après-midi sur le premier cycle des études médicales, et puis après. C'est la rigolade, une sensibilisation d'une après-midi sur le sujet. Sur la première année, c'est pour comprendre l'exposome, tout ce qu'on a exposé, et ce lien que tout est lié, en fait, santé animale, état des écosystèmes. Et puis, j'aime bien parler des acteurs de santé, parce que vous êtes un acteur de santé quand vous faites vos émissions sur le sujet. L'OFB, l'urbaniste, l'élu sont des acteurs de santé. Et il faut former tout ce beau monde. Et c'est dans la conférence qu'on a fait avec Hélène et nos alliés à Lyon, cet aspect formation et information des populations qui passe par l'éducation des enfants. Il faut que ça commence pareil. Ça, c'est marqué dans le premier plan national. Éducation des enfants à l'environnement. Il ne se passe pas grand-chose. Donc, il faut absolument arriver. Il y a une piste de travail ensemble sur ça pour aller plus loin. Gardez le micro, j'ai ce qu'il faut. Hélène va forcément aussi rebondir sur ces ordonnances vertes et bleues. Hélène, c'est toi ? Quel médecin aujourd'hui délivre ce genre d'ordonnance ? Pardon, Pascal. Je sentais le regard sur moi, mais c'était pas mon prénom. N'est-ce pas Hélène ? Non, pardon, je suis désolée. Pascal. Quel médecin délivre ces ordonnances ? Alors, on a vu aussi un neuroscientifique. Je vais vous répondre, Chantal. Mireille, ça me va bien aussi. C'est très bien. On a vu aussi un professeur qui s'appelle Andrea Mayer-Lindenberg, dont je vais revenir aussi sur lui, parce que c'est un neuroscientifique. Et à partir de 2006, 2010, 2011, on a eu des neuroscientifiques qui sont rentrés dans cette danse, on va dire. Et tant mieux, parce que ce qu'ils ont démontré, donc là, on projetait en fait aux gens à quelques microsecondes des images de nature, comparativement à des images de villes, des villes dans lesquelles il y avait de l'eau ou pas de l'eau, donc voilà, pour essayer de savoir aussi, d'approcher cette notion de nature et de préciser un petit peu. Et donc ce dont ces scientifiques, qui est Andrea Mayer-Lindenberg le dit, qui travaille à Mannheim, dans un institut de santé mentale, montre que en fait l'amygdale, c'est-à-dire il parle de l'amygdale, c'est le centre de la fuite et de la peur, et là on touche vraiment à la santé émotionnelle, c'est ce qui vous fait vous battre ou courir ou partir en courant quand vous avez un choc, et quand vous pouvez ni vous battre ni partir, un choc, il y a une accumulation, et c'est ce qui mène au stress chronique, perturbe l'amygdale. Et en fait ce dont il s'est rendu compte, c'est que les personnes qui avaient vécu dans la nature et au contact de la nature avaient une amygdale qui s'excitait moins vite et qui se calmait plus vite que les gens qui avaient vécu en ville. Et la deuxième partie de son étude, donc, qui a été publiée dans Science, est terrible, dans le sens où elle a montré que les personnes qui avaient vécu dans leur enfance au contact. Donc là, on revient à l'enfance. Et il y a ça d'études sur les écoles forestières dans les pays du Nord, parce que ça fait 25 ans qu'ils étudient la question aussi. Les enfants qui avaient grandi au contact de la nature avaient une résilience, une capacité d'énervement qui était moins grande. C'est-à-dire qu'ils s'énervaient moins vite et ils se calmaient plus lentement. Donc il y a une injustice. C'est pour ça que c'est une question d'équité publique. C'est une question d'équité et de justice sociale, cette question de l'expérience de la nature et de la fréquentation. Et il y a une étude à Glasgow qui montre aussi que toute cette interaction et ses effets sur l'obésité, la dépression, l'anxiété, elle touche d'autant plus les populations défavorisées.
parce qu'elles ont, et ça c'est un professeur qui s'appelle Robert Mitchell qui l'a montré à Glasgow, parce que ces personnes ont peut-être des docteurs qui sont moins bons, peut-être moins d'argent pour partir ailleurs, pour améliorer leur santé physique et mentale. Donc voilà, il y a une question vraiment d'équité sociale dans cette question d'accès à la nature. Et je me souviens plus de votre question. Moi non plus. Les ordonnances vertes et bleues. Je vous écoutais religieusement, mais on en a parlé hier avec François Sarano de la démographie et de ces inégalités aussi d'accès à la nature et de la manière dont nous habitons aujourd'hui le monde. Est-ce qu'une partie de la réponse ne réside pas dans une meilleure répartition de la population sur cette planète, et donc à savoir la déconcentration de nos villes? Sommes-nous trop nombreux? Est-ce que l'avenir de l'humanité réside dans les villes aujourd'hui? Et est-ce que les démographes ne se trompent-ils pas? Il y a un certain retour, on le voit, hein, la pandémie nous a un petit peu mis sur cette voie-là. Il y a un retour vers les campagnes. On ne peut pas parler d'exode urbain. C'est peut-être, le mot est encore un peu fort, mais il y a quelque chose qui se passe avec des flux migratoires qui tendent à s'inverser. Peut-être qu'Hélène va pouvoir nous dire un petit mot sur le sujet. Alors, pas sur les flux migratoires, mais par contre, c'est vrai qu'on a travaillé à la Fondation sur la question de la démographie, et pour savoir, avec la question toute simple, est-ce que le nombre d'hommes est réellement la clé pour diminuer les impacts sur la biodiversité? Alors en fait, la réponse, elle n'est pas oui. Parce que c'est bien plus complexe que ça. Je pense qu'on l'a vu lors de cette table ronde. En fait, l'impact sur la biodiversité et donc ensuite les effets négatifs qu'on ressent sur la santé, le bien-être, etc., dépend plus de la façon dont les hommes habitent la planète. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'empreinte écologique. Et l'empreinte écologique est totalement liée de façon extrêmement claire avec le PIB par habitant. Et donc, plus on a une capacité à consommer, plus on est impactant, en fait. Et donc, il y a des études qui montrent, mais vous les connaissez, enfin vous connaissez leurs résultats probablement, que voilà, si on vivait tous comme des Américains, il nous faudrait 3 planètes pour satisfaire nos besoins, que certains considèrent comme essentiels. Alors que si on vivait tous comme des Africains, eh bien, on réussirait à vivre à plus de 10 milliards sur cette planète. Et on a d'ailleurs une étude qui a été publiée en 2018 sur l'évolution de la population humaine et son avenir à horizon de 250 ans, donc c'est pas demain. Et cette étude, elle démontre qu'en effet, on peut vivre sur la planète à 10 milliards si on consomme différemment, en fait, si on modifie nos habitudes de consommation. Et pour revenir sur l'aspect des villes, nous avons aussi travaillé sur cette question, et en fait, il y a plusieurs études qui sont assez concordantes pour dire que la ville, en réalité, c'est un système d'organisation humaine qui est plus efficace que la campagne en termes d'empreinte par habitant, parce qu'en ville, voilà, il va y avoir une optimisation des flux, même si la ville génère elle-même des infrastructures et des impacts importés, c'est-à-dire on va aller produire de la nourriture ailleurs qu'en ville pour le ramener pour ses habitants en ville, mais finalement, la ville est plus efficace. Alors de ce fait-là, parce qu'elle arrive à optimiser cette infrastructure et ses flux, mais aussi pour un second phénomène qui est assez bien documenté en Angleterre, qui est que, en fait, dans la ville, c'est là que vont se créer les initiatives, parce que les innovations, les initiatives, et notamment cette attention portée à la nature et l'émergence, par exemple en Angleterre, des mouvements de protection de la nature ont lieu en ville, parce que voilà, les gens s'auto-émulent pour comprendre les phénomènes, se former. Ils ont plus accès à la formation, à la connaissance, et ils ont plus, en fait, ils créent plus d'initiatives. Et donc ça, c'est assez important à comprendre. C'est-à-dire que la ville n'est pas forcément une mauvaise chose. Ensuite, c'est vrai qu'une ville mal gérée peut être complètement impactante, on est d'accord. Mais dans l'idéal, finalement, on a une espèce d'optimisation de nos impacts, sachant que ça ne remet pas en question le fait qu'il faut quand même réfléchir à la façon que nous avons de consommer, à la façon que nous avons d'habiter la ville et finalement à l'extrême puissance de notre technologie, c'est le troisième facteur, qui nous permet de détruire la nature de manière extrêmement rapide et très efficace, un bulldozer, l'ensemble de l'énergie, de l'argent que l'on peut mettre pour la destruction de la nature, c'est très efficace. Détruire une zone humide, ça se fait en quelques temps, en quelques jours, on va dire, alors que reconstruire une zone humide, là, ça prend des années. Anne, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, d'abord pour dire que tous ces aspects intéressent énormément les vétérinaires qui ont commencé justement à intégrer ces éléments dans leur formation, etc. Donc on est vraiment à l'interface. Mais pour cette gestion des territoires, moi je considère qu'il y a 3 catégories de territoires. Les villes avec une forte concentration humaine, les territoires où les humains peuvent profiter de la nature, mais il faut aussi qu'il y ait des territoires protégés où là les activités humaines sont vraiment réduites et où on peut permettre à la nature de souffler un peu. Il nous écoute depuis le début. Il s'appelle Benjamin Roche. Nous l'avons sur Zoom avec nous. Il a écouté nos échanges véritablement depuis le démarrage de cette table ronde. Il est directeur de recherche à l'IRD, donc l'Institut de recherche pour le développement. J'imagine que vous avez des réactions sur ce que vous avez entendu. Et voilà, vous allez nous parler de cette santé globale, de One Health, et de comment éviter de nouvelles pandémies. Oui, tout à fait. J'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Parfait. Oui, effectivement, un débat très très intéressant. Moi, je vais effectivement me focaliser plus sur l'émergence des maladies infectieuses, qui est un peu mon cœur de métier, et rappeler un chiffre qui est quand même important, c'est que 75% des maladies émergentes qui sont apparues ces dernières décennies sont en fait des zoonoses, donc des agents pathogènes, des virus, des bactéries, des parasites, qui se développent tout d'abord chez les espèces animales avant de commencer à sauter sur l'homme. Et on voit que ce nombre d'épidémies, ce nombre d'émergences de zoonoses ces dernières années est en pleine expansion. Et quand on rajoute ce mécanisme d'émergence de maladies infectieuses à répétition, avec une croissance aussi exponentielle de la connectivité mondiale, et ça fait qu'on rentre dans ce que Serge Morand justement avait appelé l'ère des pandémies. On a vu avec la Covid-19 qu'on est passé de quelques dizaines de cas de pneumonie atypique en Chine fin décembre 2019 pour avoir la quasi-totalité du globe en quarantaine à peine 4 mois plus tard. Donc on voit la violence et la rapidité de ce genre de processus, et quelque chose qui est extrêmement frustrant pour quelqu'un comme moi ou comme Serge qui travaillons sur ces thématiques-là depuis maintenant plusieurs années, voire plusieurs décennies, c'est qu'à chaque fois, c'est le même processus qui se répète. C'est qu'on attend quelque part que ces émergences arrivent et on essaie de les contrôler en urgence. On savait, avec les différentes épidémies ces dernières années, on a eu le H5N1, on a eu le Zika, on a eu les différentes crises d'Ebola, on a eu le premier SARS-CoV, le MERS-CoV qui a émergé dans la péninsule arabique. À chaque fois, on voyait qu'on arrivait à contrôler ces propagations, mais qu'à chaque fois, c'était de plus en plus compliqué, et on savait qu'il allait y avoir un moment où ça allait nous échapper. C'est ce que l'OMS, qui pourtant sur ces choses-là n'est pas extrêmement active, c'est ce que l'OMS avait appelé la maladie X. C'est probablement ce qu'on appelle aujourd'hui la Covid-19. Et on sait que si on ne change pas, si on n'agit pas sur les facteurs, ce sont des processus qui vont se répéter, et on peut avoir effectivement des pandémies à répétition. Alors, Serge l'a déjà dit tout à l'heure, hein, il y a effectivement un lien qui est très très fort, puisque ce sont des zoonoses. C'est notre impact sur les espèces animales qui vont faire qu'on va être de plus en plus exposé à ces agents pathogènes animaux. Alors, il y a un lien effectivement très fort avec les systèmes d'élevage. L'exemple parfait, c'est effectivement ce qu'on avait appelé la grippe H5N1, avec donc des systèmes d'élevage de plus en plus intensifs, de plus en plus productifs, une densité qui est absolument incroyable, et qui fait que dès qu'il y a un virus, une bactérie qui commence à se propager dans ces systèmes d'élevage, ça devient un vrai réacteur à microbes, et donc il y a tous les processus évolutifs qui sont accélérés de façon exponentielle, et donc on augmente la probabilité d'un passage à l'homme. Mais il y a aussi un lien très fort, c'est pas que les espèces domestiques, c'est bien sûr les espèces sauvages, et il y a un lien très fort avec la perte de biodiversité, sur deux aspects. D'abord, cette perte de biodiversité, elle est due à des facteurs qu'on connaît bien maintenant, la déforestation, l'agriculture intensive, l'urbanisation. Et ces processus font qu'on perde de la biodiversité. Or, ça a déjà été dit tout à l'heure, la plupart de ces espèces ne sont pas capables
de transmettre ces différents pathogènes. C'est ce qu'on appelle l'effet de dilution. Quand on a beaucoup de biodiversité, il y a beaucoup d'espèces qui ne peuvent pas devenir infectées et qui servent en fait d'impasse à ces virus. Et quand on enlève de la biodiversité, en fait, on enlève cet effet de dilution, on enlève ce frein à main, et donc on a des pathogènes qui sont transmis de façon de plus en plus importante dans la faune sauvage. Mais les activités humaines elles-mêmes qui ont pour conséquence cette perte de biodiversité, la déforestation, l'agriculture intensive, l'urbanisation, font que les populations humaines sont de plus en plus en contact avec cette faune sauvage, elle-même de plus en plus infectée. Donc on a un cocktail parfait pour avoir une exposition de plus en plus forte à ces pathogènes animaux, et la connectivité mondiale fait qu'une petite épidémie quelque part peut se transformer très très rapidement en pandémie mondiale. Merci Benjamin. Pardon, je vous laisse terminer votre phrase. Je pensais que vous... Oui, non, juste pour dire que effectivement, donc c'est quelque chose qu'on avait regardé lors du groupe de travail de l'IPBES sur justement qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'il y a un constat qui est là, qui est quand même inquiétant, mais il y a aussi une prise de conscience à différents niveaux sur qu'est-ce qu'on peut faire pour justement améliorer, pour justement arriver à prévenir ces émergences de zoonoses. Une étude récente a montré que prévenir, développer des vraies stratégies de prévention de ces zoonoses ne coûte que 1% de ce que pourrait coûter une pandémie comme celle du Covid-19, sans parler bien sûr du coût sanitaire extrêmement important. C'est pour ça qu'il y a un conseil d'experts de haut niveau qui a été formé pour justement conseiller les différents gouvernements sur les différentes actions à mettre en place. Serge est le seul Français au sein de ce conseil expert de haut niveau. Et il y a d'autres grandes initiatives internationales, notamment l'initiative PRESOD qui a été lancée par le président de la République française au dernier World Planet Summit, qui a pour vocation justement de développer un grand programme de recherche, à la fois de recherche fondamentale, mais aussi de recherche opérationnelle sur le terrain, à travers sur tous les différents continents, pour justement améliorer la surveillance et améliorer l'implémentation de ces actions qui peuvent réduire ces risques d'émergence. Le dialogue vraiment science, société, politique, à ce niveau-là, la Covid-19 a permis de prendre conscience de l'importance de ce dialogue et a permis de le renforcer. C'est maintenant à notre tour de transformer l'essai, si j'ose dire, pour avoir des vraies actions concrètes sur le terrain. Merci beaucoup, Benjamin Roche. Alors, que peut-on faire? L'OFB a aussi des solutions, et notamment en termes de protection de l'habitat. Vous avez pas mal d'actions. La protection des habitats, on l'a vu dans tous les discours, c'est vraiment un élément essentiel pour la protection des espèces, en fait. Donc oui, il y a aussi de la police de l'environnement, par exemple, sur le terrain. À l'OFB, il y a 1800 inspecteurs de l'environnement qui sont là pour vérifier qu'on respecte les besoins des espèces protégées en particulier. Pascal, on n'a pas abordé l'eau. L'eau comme... Oui, j'avais vu le livre, ne vous inquiétez pas. L'eau qui soigne cette ressource que nous avons sous la main et gratuitement. N'oublions pas, et là j'invoque Charles Darwin, que nos ancêtres, nos plus lointains ancêtres, sont les cyanobactéries que nous émanons de l'océan. Comment l'eau peut nous faire du bien? C'est important de parler de son action, l'action de l'eau sur l'humain. Alors là, on est sur un corpus de recherche qui s'appelle Blue Health, que j'ai découvert juste après avoir fini Natura sur la nature verte. Bien sûr que l'eau était déjà dans les paysages que les scientifiques étudiaient, mais ils n'avaient simplement pas zoomé sur l'eau, sur les rivières. D'ailleurs, Natura commence par un lac au Japon et termine par une cascade en Colombie-Britannique. Donc bon, j'ai découvert qu'il y avait, alors un peu moins, il y a une centaine de recherches, un peu moins que sur le vert. Ça a été piloté beaucoup par les Anglais, à Exeter, où il y a un centre de recherche sur la nature et les interactions entre l'environnement et la nature humaine. Il y en a peu en Europe, mais il y en a donc à Exeter, en Grande-Bretagne. Et donc cette santé bleue, ils ont circonscrit en fait à l'eau douce et l'eau salée, mais hormis les piscines et les bassins. Ils ont exclu en fait du champ de recherche tout ce qui avait été construit par l'homme. Mais donc ils ont des cascades, et ils sont repartis à nouveau sur ce sujet de quelles sont les interactions entre ces éléments eau douce et salée sur notre santé physique, physiologique, cognitive, et avec des résultats assez intéressants. Pour vous en citer deux, il y en a en France.
ce coup-ci, et donc j'en ai tiré un documentaire qui s'appelle À quoi ? Et qui est donc aussi produit par Canal+, et disponible sur MyCanal, et un livre qui s'appelle La santé bleue. Et donc à Marseille, j'ai rencontré, peut-être que vous le connaissez, le professeur Coulanges, Mathieu Coulanges, qui travaille à l'hôpital Sainte-Marguerite et qui a été un des premiers chercheurs français à travailler sur la plongée thérapeutique et son impact en cas de stress post-traumatique. Et il a notamment travaillé sur les rescapés des attentats de Paris. Et il a fait il a mené une étude clinique, Baptismed, avec un protocole de recherche où il a amené un groupe en Guadeloupe qui ont fait du sport tout venant, un groupe qui faisait de la plongée thérapeutique. Alors c'est de la plongée un peu améliorée avec de la méditation avant, un peu de mindfulness sous-marine, et un groupe qui ne faisait rien, et il a comparé un peu leur relevé physiologique. Et sur le groupe qui faisait de la plongée thérapeutique, il y en a 11 sur 12 qui sont passés sous l'échelle de stress post-traumatique. C'est quand même assez difficile, parce que c'est des patients qui sont chroniquement malades, pour lesquels les médicaments chimiques ne font rien. Et cette plongée thérapeutique, alors ça s'explique, il l'explique bien, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, la respiration et surtout le système nerveux sympathique, donc qui se calme, et le système nerveux parasympathique qui reprend du poil de la bête, et donc il y a un rééquilibrage via la respiration. Et toute cette étude-là, je pense que c'est intéressant d'avoir pour une fois des Français qui sont sur ce sujet. Et puis il y a de la surf-thérapie, voilà. Mais on a aussi étudié la santé virtuelle. C'est tout un corpus où la santé virtuelle, par exemple, dans les maisons de retraite, quand les gens ne peuvent plus aller se baigner, on leur met des programmes d'eau virtuelle. Ils peuvent choisir leur activité, leur météo, et on mesure aussi là leur bien-être pour accompagner le bien vieillir, qui est aussi un enjeu de société important. Docteur, prenez le micro. Oui. Ça permet, moi j'ai retenu ça, ça permet de réduire un petit peu les cachets dans le pilulier. Là aussi, il y a un phénomène de rétroaction sur la santé humaine, tous ces résidus pharmacologiques qui se retrouvent dans l'eau et qui nous reviennent aussi par effet boomerang. Vous parlez tout à l'heure d'antibiorésistance. Si on soignait davantage ou si on prévenait les maladies davantage avec la nature et notamment avec l'eau, vous allez pouvoir réagir sur ce qu'a dit Pascal. Oui. On éviterait de prendre des pilules et des cachets ? Si on fait de la prévention, nous on est des professionnels de santé qui veulent qu'il y ait moins de malades. C'est pas très business, mais c'est comme ça. Pour les rejets médicamenteux, dans les calanques de Marseille, ma grosse blague, c'est les poissons des calanques de Marseille n'ont jamais mal à la tête. Parce qu'il y a des taux de doliprane, de paracétamol absolument phénoménaux, mais aussi des hormones, etc., qui font qu'il y avait une féminisation des poissons. C'est pour vous dire que les rejets médicamenteux sont extrêmement importants. Il faut faire de la prévention. Je voulais donner un message d'espoir. On a dit qu'il n'y avait pas de formation des professionnels de santé, mais nous, on a des conventions avec l'Association nationale des étudiants en médecine de France, de pharmacie de France, des internes en médecine générale. Les jeunes se bougent, il faut les embarquer. Quand on est âgé comme certains d'entre nous, il faut transmettre absolument, parce qu'eux, ils sont beaucoup plus sensibilisés que les anciens. En plus, j'ai vu une étude où, en fonction des générations très peu sensibles dans les années 30-40, au fur et à mesure, ça augmente, et puis à partir de 40-45 ans, l'intérêt diminue. On a l'impression que quand on vieillit, on se replie sur soi-même, et le reste, on s'en fout. Donc il faut arriver avec ces jeunes, qui sont l'avenir, vu le monde qu'on leur a préparé, à protéger tout ça, voilà. Ça réagit de la part de nos internautes. Nous avons quelques questions et quelques réactions aussi. Vous pouvez garder le micro, Pierre, parce que voilà, tout ce qu'on raconte, ça ne doit pas plaire finalement, c'est ce que je lis, aux industries du médicament. Il y a quand même des forces aussi qui sont là, des forces qui s'opposent. Voilà, là aussi, il y a peut-être des lignes à faire bouger, mais comment les faire bouger ? Oui, il y a des intérêts énormes en jeu. J'ai envie de vous raconter l'histoire du cadmium. Il y en a pour 2 minutes. 1 minute. L'histoire de quoi ? Du cadmium. L'histoire du camion. Le cadmium, c'est un produit cancérigène avéré, perturbateur endocrinien. D'accord, j'ai compris l'histoire du camion. Oui, camion. Il y a des camions de cadmium. Et c'est présent dans les engrais phosphatés naturellement. Et en France, on achète des engrais phosphatés plutôt au Maroc qui sont riches en cadmium, alors que dans d'autres pays, évidemment, c'est géopolitique, Chine, Russie, ils sont beaucoup moins riches. Et dans l'agriculture conventionnelle, on met beaucoup d'engrais phosphatés. Et donc les plantes, et notamment les céréales, ça remonte dans la céréale. Et les céréales sont particulièrement riches en cadmium. La moitié de la population française est surimprégnée par ce produit cancérigène, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La France a un taux de 90 mg par kilo acceptable. L'Europe a dit il y a 3 ans il faut passer à 60. La France n'a toujours pas fait de décret.
La science nationale nous dit pour désimprégner les Français de ce produit cancérigène, il faut aller à 20. Vous imaginez, il ne s'est rien passé pour l'instant parce que ça va déstabiliser le marché, parce que ça va peut-être augmenter les prix. En effet, il faudra soit décontaminer le cadmium au Maroc, soit l'acheter ailleurs. Mais vous voyez que, pour moi, je considère ça un scandale qu'on continue à surimprégner les Français d'un produit cancérigène avéré. Soit aller vers l'agroécologie. Et donc, dans le bio, évidemment, il y a plus de cuivre, bien qu'on utilise la bouillie bordelaise dans le conventionnel aussi. Et on utilise beaucoup moins d'engrais phosphatés, c'est limité, donc il y a moins de cadmium, c'est avéré, il y a plus de polyphénol, il y a plus d'oméga 3, il y a moins d'antibiorésistance si vous avez un élevage non intensif. Le bio diminue le risque de cancer, quand vous mangez au moins 50% bio par rapport à ceux qui ne mangent pas du tout, de 25%. Chez la femme post-ménopausée, c'est une étude de l'INSERM, de 36%, dans certains cancers comme les lymphomes, de 75%. Les études d'avant nous disaient le bio, c'est un mec sportif ou une femme sportive plus intelligent que les autres qui fument moins. Et bien, cette dernière étude de l'INSERM a lissé tous les trucs. C'est même les gens qui fument pas. Les gens très riches, pas riches, intelligents, pas intelligents. Le bio, c'est meilleur pour la santé. C'est dit. Avez-vous des questions dans la salle? Ça m'a énervé tout ça. Hein. Christophe, mais oui, il est énervé Pierre, mais ça depuis le début. On va donner un micro à Christophe. Alors, avant une question, d'abord une petite information. Pierre a incité à informer les enfants, les enseignants sur ces sujets. Donc, signaler que courant 2022, à peu près mi-année, je pense, on ouvrira un site internet avec des contenus dédiés aux enseignants sur ces sujets. Et ce, en lien avec la sortie d'un film dont on est l'un des partenaires financiers, La Fabrique des pandémies de Marie-Monique Robin. Voilà, ça c'était l'information. Il va sortir au printemps, hein, je crois, non? Oui, c'est ça. La question pour Hélène. Ce que tu as dit sur la ville était pas forcément répandu, hein, sur le fait que la ville peut être un bon moyen de réduire l'empreinte, finalement, en allant vite. Est-ce que cette étude précise des choses sur la taille des villes qui sont plus efficaces, on va dire encore, ou pas, si tu as ça en tête? Merci. Non, j'ai pas ça en tête, mais nous, on a en fait réalisé une transcription, ce qu'on appelle une transcription synthétique de cette étude qui date de 2018, sauf erreur, d'un chercheur qui s'appelle Dinerstein, qui est sur notre site internet, en fait, de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Donc, du coup, ça répondra probablement à la question. Une autre question au fond de la salle. Bonjour, merci à toutes et à tous. J'ai une question par rapport à l'approche One Health, une seule santé. Comment le mettre en place concrètement dans la politique et comment l'évaluer en fait derrière? Quels sont les critères d'évaluation dans la politique en fait? Ça va revenir, voilà. Oui, bah alors, je ne suis pas sûre d'apporter complètement la réponse à la question. Ce qui est certain, c'est que la politique s'est emparée de One Health. Mais ce qu'on constate tout de même, c'est que, en fait, les deux piliers de One Health se sont emparés de cette question. C'est le pilier santé humaine et santé animale. Hein, les médecins et les vétérinaires ont réussi finalement, via ce concept-là, à se parler, à se comprendre. Alors c'était plus simple, hein, parce qu'ils avaient déjà le même vocabulaire à la base. Mais par contre, je pense que dans One Health, pour que la politique vraiment réussisse à s'en emparer, il faut vraiment qu'on réussisse à réintégrer le troisième pilier de One Health, qui est la partie santé environnementale, les écologues et les gens qui ont cette expertise. Voilà, on l'a vu, Benjamin Roche, Serge Morand, Jean-François Guégan. On a de très bons chercheurs en fait déjà en France qui sont capables d'avoir cette compréhension systémique globale de ce que c'est qu'une seule santé. Enfin, j'espère qu'on a réussi tous à vous faire comprendre que tout est tellement lié et nous faisons partie de la biodiversité, nous avons besoin de cette biodiversité et donc il faut vraiment avoir cette réflexion globale. Moi, j'avoue que je travaille sur cette question depuis plusieurs années, j'ai encore des difficultés à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas en fait, et pourquoi le troisième pilier, le pilier environnemental, n'est pas pris en considération. Alors heureusement, on a des médecins comme Pierre qui sont complètement au courant et qui essayent d'activer aussi leur réseau pour que ceci passe dans la compréhension globale des professionnels, mais je pense qu'après, il y a le niveau politique aussi qu'il faut activer, et malheureusement, je ne suis pas sûre qu'on ait des réponses immédiates pour que ceci se passe bien.
Peut-être que Benjamin Roche a quelques éléments de réponse sur le sujet, parce que voilà, on se demande pourquoi ça ne percole pas, Benjamin, voilà, ce pilier qui est l'environnement quand on considère la santé d'une manière globale. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Après, je pense qu'il y a aussi sûrement un conflit de temporalité, parce que justement, la gestion, enfin le pilier environnemental dans cette approche One Health, c'est celui qui va beaucoup nous servir sur les aspects de prévention. Or, comme toujours, hein, la prévention, c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer, qui est compliqué à évaluer. Tandis que les approches vraiment de santé humaine et de santé vétérinaire, c'est quelque chose qui va s'inscrire plus dans la réponse en fait à des crises sanitaires, et donc c'est quelque chose de beaucoup plus visible. Alors que l'environnement, c'est sur une temporalité qui est plus longue et sur des aspects de prévention. Après, je pense que c'est quand même des choses qui bougent, qui changent. Je pense que pour ça, la crise du Covid-19 a pu être un peu un réveil, une sonnette d'alarme. On le voit aujourd'hui, tout à l'heure j'ai parlé d'initiative Présode. Imaginez, il y a quelques années, le président de la République française annoncer une initiative de cette ampleur. Il y a déjà 6 pays qui ont signé l'initiative, il y a plus de 70 instituts de recherche qui l'ont rejoint. On a un budget prévu de plus de 200 millions d'euros. C'est quelque chose, il y a quelques années, qui n'aurait jamais été envisageable. Entendre le ministre de la Santé au congrès de l'IUCN saluer justement l'initiative Présode, c'est pareil, c'est quelque chose qui, il y a quelques années, n'aurait jamais été envisageable. Donc, c'est des choses qui bougent. Ça bouge suite à la crise. Hein, l'humain est fait comme ça et il faut se faire mal pour comprendre. Donc, on espère quand même que, effectivement, le momentum qu'on a en ce moment, que la crise du Covid-19 a révélé, va servir justement pour l'intégration de ce pilier environnemental. Parce que sans ce pilier environnemental, le scope, le focus un petit peu de cette approche One Health peut être extrêmement réduit, et c'est pas ça qui va nous permettre d'éviter de prochaines pandémies. Dernière réaction de nos panélistes, Anne et Pascal. D'abord Anne. Oui, moi je vais reprendre l'exemple que j'ai pris tout à l'heure. Aujourd'hui, on ne peut plus lutter contre la tuberculose sans savoir combien de kilomètres un blaireau fait au cours de sa vie. Et ça, les vétérinaires, pour ça, ils ont besoin des écologues pour connaître ce paramètre, quoi. Alors, on a des programmes de recherche européens qui se lancent sur ces sujets-là. Moi, je veux juste donner un petit exemple à l'échelle d'un département, parce que ça peut aussi se régler au niveau d'un territoire, on l'a dit. L'intérêt, c'est pas seulement des équipes pluridisciplinaires de recherche, c'est d'avoir aussi, de mettre en relation les acteurs de la santé, les acteurs de l'environnement, les acteurs de l'aménagement du territoire, de mettre des professionnels blancs et verts et bleus, je rajouterais, à la table. Et nous, en Gironde, on a travaillé 1 an et demi, on a ouvert un site de bain de forêt, avec, donc en ayant travaillé avec beaucoup de réticences, je dois dire, au début, des directeurs et des politiques et des élus. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord apporté des évidences scientifiques, donc journée technique pour les convaincre, mais surtout ce qu'on a fait, c'est qu'on les a ramenés dans la forêt et on a créé un site à Ostens, dans le département, dans un site qui appartient au département, un site naturel préservé, et on a fait des immersions, des élus, des professionnels de la santé. On les a mis à la même table, on les a fait parler de santé, de nature, d'expérience de la forêt, de l'action sociale. Oui, on a fait aussi des journées techniques dans les bureaux, mais on a fait beaucoup de forêts. Et en fait, au bout d'1 an et demi, on a fait certifier ce site. Et ce qu'on veut faire surtout, c'est d'amener des enfants. Là, on a commencé par les enfants placés en famille d'accueil et des personnes qui n'ont pas accès à cette nature. On leur a donné accès, le département de la Gironde a donné accès gratuitement à ces personnes pour favoriser la reconnexion avec cette nature. Voilà. Qui aime aimer, protéger et comprendre. Merci à vous tous. Merci Anne, Pascal, Pierre, Hélène, Serge, Benjamin. Merci pour cette belle table ronde. Ce que l'on retiendra, c'est diversité, interdisciplinarité, l'accès à la nature pour tous et également la lactofermentation. Je vous recommande le livre de Marie-Frédérique, 120 recettes pour prendre soin de son microbiote intestinal. C'est une recommandation de Docteur Pierre. Hein, on est d'accord, la lactofermentation, c'est l'une des clés pour le microbiote. Absolument. Oui. Non mais ne riez pas, c'est fondamental. On terminera là-dessus.